Mon voyage a débuté sous une lune à peine naissante. Dans le froid saisissant d'une nuit d'hiver, nous marchions dans la neige, les pieds enveloppés de chiffon, censés tromper d'éventuels poursuivants. Il fallait, disait le guide, ne laisser aucune trace de notre passage, aucune parole n'était permise. Il fallait taire la douleur, ne pas geindre, lorsqu'une aiguille de silex nous arrachait un cri cadenassé derrière les dents murées. À peine respirer. Exhaler ces nuages de vapeur, faisant de nous des cheminées mobiles, accrochées les unes aux autres pour éviter de tomber. Nous étions avertis. Ceux qui glisseraient seraient laissés sur le bord du chemin. Nous avions payé trop cher pour nous écrouler si près du but. Il fallait avancer coûte que coûte, refuser de penser et aller de l'avant. Les gardes frontières tiraient à vue. Il fallait toujours progresser, ne jamais s'arrêter. Ceux qui par malchance devaient faire leurs besoins, les feraient sur eux. Il est des périls plus graves que de sentir mauvais. En dépit de la forte déclivité, il fallait courir et dévaler en sautant par-dessus les obstacles, la pente du vertige, transformant nos pieds en pâtés de chair sanguinolente. Je fis sur moi en courant, de puée si fort me donna le tournis. Pourquoi étais-je là? Il fallait progresser sans cesse, rejoindre l'autre bord. Il ne me restait plus qu'à courir, toujours se hâter, ne plus regarder derrière. À l'orée du massif forestier, nous avions perdu 2 hommes et une jeune femme, à peine sortie du cœur épanoui de l'adolescence. S'il y a un mot que je garderai de cette traversée, un ordre péremptoire maudit, c'est bien ce « il faut » brandi au-dessus de nos têtes par notre berger. J'étais entré dans ce pays avec des chaussures neuves, me faisant souffrir à hurler, les bras ballants, la veste fripée, les yeux fixés sur les hauteurs. Le guide l'avait dit, relevez la tête, évitez d'avoir l'air craintif du clandestin. Il fallait prendre l'autocar en montrant une adresse crayonnée sur un bout de papier, taire la faim, concasser la peur, mettre ses mains dans les poches. Ça leur évite de trembler à la vue du premier uniforme. « 4 ans que je vis ici. La peur m'habille de pied en cap. Elle me signale le danger. Je lui sais gré de me tenir compagnie. Sans elle, je serais perdu. J'ai vu des tas de compagnons d'infortune trahis par les folles promesses de l'assurance. Ma peur, je la tiens en laisse. Je rase les murs, me terre la nuit tombée, évite les contacts. Tout ce qui peut signaler mon existence dans la géographie du danger. Gare, ghetto d'immigrés, station de métro, quartier chaud, bar, sortie de grands magasins, stade, dancing louche. Je n'existe même pas pour les employeurs successifs, ne cherchant à connaître ni identité, ni rien d'autre de ma personne. Nous sommes quittes de cette mutuelle, non-reconnaissance. Je n'ai plus de nom, plus de prénom, rien que des pseudonymes. Les patronymes que je m'attribue sont en fonction de l'employeur. Je suis turc, arabe, berbère, kurde,
Gitans, Cubains, Bosniaques, Albanais, Roumains, Tchétchènes, Brésiliens, Chiliens, au gré des nécessités, j'habite les lieux de ma métamorphose. Les langues importent peu, il suffit de connaître les mots du dictionnaire des esclaves. Travail, pas travail, gratter, porter, vider, charger, arracher, clouer, peindre, se cacher, partir, ne plus revenir. Combien? Finir. Je n'ai pas d'amis. Je vis seul, parle seul, dors seul, me promène seul et m'habille sans le luxe ostentatoire des pauvres, éternel endimanché, pour montrer qu'ils savent être coquets. Ne donne jamais mon adresse, en change d'ordinaire, me montre d'une politesse exquise envers les vieux et les enfants. C'est naturel. Je me demande si je n'en fais pas un peu trop. C'est le seul faste que je puisse me permettre. C'est le seul faste que je puisse Depuis un mois, je ne sors que la nuit, évitant de faire craquer les marches. Une sortie par semaine. Tout est calculé. Je vis dans une chambre de bonne, prêtée par un sympathisant des causes perdues. Il me rend visite de temps à autre, m'apporte des provisions, des journaux, des vêtements de la Croix-Rouge. Le lieu est censé être occupé par mon bienfaiteur, Michel Delbin, étudiant en géologie. Il m'a annoncé le prochain vote par le Parlement de loi impitoyable. Pas de souci à me faire de ce côté. Je ne serai jamais régularisé. Je vis en regardant par la fenêtre tomber la pluie, la pluie, la pluie. Et le silence sur mes épaules de jeune homme aux cheveux blancs, dans cette chambre où s'entassent des vieux journaux, des vêtements de la Croix-Rouge, un vélo cassé dont je fais tourner la roue, m'imaginant qu'elles s'arrêteront sur le numéro gagnant, me nourrissant de conserves, mangeant des frites de plusieurs jours. Qui suis-je? Un pauvre diable. Fruit pourri de la traversée, client occasionnel d'un passeur manchot, arrogant, racontant des balivernes à un ramassis de malheureux sur relations bien placées. C'est lui qui nous a jetés dans la gueule du loup, empochant la mise, nous refilant à son comparse l'espagnol taciturne, organisant de main de maître le franchissement des Pyrénées. C'est par la faute de ces mercenaires patentés du désenchantement que je suis encagé dans cette piole.
s'interposer. Mais rapidement, les policiers forcent le passage et vont chercher un à un les migrants. Une intervention parfois musclée. Mardi matin, les derniers habitants de la jungle de Calais ont été évacués en 2 heures. Parmi eux, beaucoup d'Afghans. Ils avaient choisi de rester jusqu'à la dernière minute. La plupart des clandestins du camp avaient déjà quitté les lieux. Annoncé dès le 16 septembre, le démantèlement de la jungle a été décidé malgré de vives critiques des associations travaillant sur place. À la vitesse du son. J'ajoute que cette opération doit être répétée des centaines, des milliers de fois pour recueillir une quantité suffisante d'uranium enrichi. Suffisante pour fabriquer une bombe. C'est ça. Les savants appellent ça la masse critique. Et je crois que ça tourne autour d'une vingtaine de kilos. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est très intéressant avec ce procédé, c'est qu'il est relativement discret. Je crois qu'une centrifugeuse ne mesure pas plus de 2 mètres de haut. Donc c'est difficilement détectable. À la différence de l'autre filière qui consiste à retraiter le combustible irradié pour en extraire du plutonium. Une usine de retraitement, ça n'échappe pas à la détection par satellite. Alors ça signifie qu'un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire en enfrayant le traité international de non-prolifération choisira plutôt la filière de l'uranium enrichi. Naturellement. Mais revenons au Dr Kahn. Il est donc devenu un spécialiste des centrifugeuses. Oui, d'où les relations qu'il va entretenir avec cet autre spécialiste, Friedrich Tiner. Des relations qui vont très vite devenir amicales, je vous le disais. Mais poursuivons. Aux Pays-Bas, Abdul Kahn mène une vie très rangée auprès de sa femme.